Bonjour. Aujourd'hui, le travestissement. Qu'est-ce que le travestissement? Eh bien, comme je l'ai noté sur cette photo, c'est l'action de transformer, d'altérer la nature de quelque chose, de parodier. C'est aussi la déformation et l'usurpation d'une identité. L'étymologie de travestissement, c'est trave, déplacer, et veste, vêtement. Le but du travestissement est d'abord festif. Dès l'Antiquité, les Dionysies, les Saturnales et les Bacchanales sont le moment où l'on se travestit parce que, à travers, ou plutôt derrière un travestissement, on peut réaliser tous ses fantasmes et toutes ses envies. L'autre but du travestissement est tromper. Mais dans tromper, il y a différents courants. C'est-à-dire que l'on peut tromper pour besoins utilitaires, comme échapper heu, de prison, d'une guerre. Ça peut être aussi l'identité, ça peut être l'esthétique, simplement le bonheur de mettre des vêtements autres que ceux, disons, qui correspondent, entre guillemets, «à son sexe». Ça peut être le besoin de choquer, ça peut être aussi un besoin d'émancipation et cela peut être aussi tout simplement le théâtre, puisque jusqu'au XVIIe siècle, les rôles de femmes, pardon, étaient joués par des hommes et aujourd'hui encore, dans le théâtre japonais, le Nō ou le Kabuki, les rôles de femmes sont joués par des hommes. Dès le XVIIe siècle, il y a eu des travestis et des travestissements. L'un des plus célèbres et bien sûr le plus connu puisqu'il a laissé des mémoires, c'est l'abbé de Choisy. L'abbé de Choisy qui a vécu pendant le grand siècle et qui donc, a parlé très ouvertement de ce besoin de travestissement et il le dit, il l'écrit: «C'est une étrange chose qu'une habitude d'enfance, il est impossible de s'en défaire. Ma mère, presque en naissant, m'a accoutumé aux habillements des femmes. J'ai continué à m'en servir dans ma jeunesse». En fait, c'est vrai que, jusque dans les débuts, même jusque dans les années 30, en France, heu, pour ceux qui ont peut-être entendu dans leur famille, les petits garçons étaient habillés avec des robes et à la maternelle, ils allaient en robe. Heu, c'est très, très bien écrit chez Léon Frappier, dans son livre «La maternelle», où il explique qu'en fait, les institutrices ne faisaient pas la différence entre les petits garçons et les petites filles, quand ils avaient à peu près 3 ans et qu'ils portaient tous des robes et des boucles. Alors il y a cette scène assez drôle où l'on voit une des dames qui aident les institutrices, qui prend l'enfant, le met à l'envers et regarde et dit: «Bon, ben ça c'est un garçon, ça c'est une fille». Voilà. C alors, je vous rassure, pour avoir connu, des hommes qui ont vécu cela, cela n'a jamais traumatisé, apparemment quelqu'un. Pour ce qui est de l'abbé de Choisy, sa mère l'a habillé très longtemps en fille. Donc, heu, cet abbé de Choisy était un coureur de jupons. Donc, il ne parle absolument à aucun moment, de sexualité autre que, celle qu'il avait avec les femmes à qui il a fait des enfants. Heu, il n'y avait, aucune idée de sexualité si ce n'est je veux dire de changement de sexe ou de
Absolument pas. L'abbé de Choisy, c'est vraiment, comme il le dit, l'accoutumance à l'habillement féminin et un besoin de se sentir, bien dans un vêtement féminin et il allait dans les bals, à la cour, habillé de cette manière. L'autre grand nom, alors cette fois-ci au XVIIIe siècle et qui est même devenu le saint patron des travestis, c'est le chevalier ou la chevalière Déon. C'est un espion, ce fut un espion, célèbre, reconnu et son nom a donné naissance à l'éonisme. L'éonisme que les psychiatres, ont, ont donné pour ce que l'on appelle l'inversion esthético-sexuelle. Là encore, aujourd'hui, encore, ils sont là à se demander si Déon, ce n'est pas la première étape vers l'inversion sexuelle, ou alors est-ce que ce n'est pas simplement ce que l'on appelle le travestisme, c'est-à-dire l'appropriation de l'image de la femme. Déon ne nous a laissé aucun témoignage, donc on ne saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il pouvait s'habiller en homme ou en femme. Vous voyez comme le, c'était absolument parfait. On ne pouvait pas savoir lorsqu'il était homme que c'était une femme et vice-versa. C'était un excellent bretteur. Et pour gagner sa vie dans les derniers temps, il organisait des duels avec des hommes, donc des hommes habillés en hommes, et lui, en revanche, était habillé en femme. Et donc, il se battait avec les paniers, les coiffures, etc. Cela avait un succès fou et cela lui a rapporté de l'argent. Donc, pour le chevalier Déon, en fait, il faut savoir que l'on aura vraiment l'assurance qu'il était un homme au moment de sa toilette mortuaire. Ça, c'était quelque chose d'assez courant, puisqu'à la toute fin du XVIIIe siècle et la première partie du XIXe siècle, il va y avoir cette femme, Henriette Génie Savalette de Lange, dont un certain Héraïle a laissé une notice qui s'appelle L'homme-femme. Cette femme, en fait, alors, elle est associée à de grandes familles françaises, dont on ne sait si elle est la fille, la sœur, peu importe. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'était pas fortunée, qu'elle n'avait pas une place dans la société bien stricte, à savoir un père, une mère, et bien que malgré cela, elle a réussi à s'intégrer à la cour de France, qu'elle a réussi à être pensionnée par Louis XVIII d'abord et ensuite par Charles X, que tout le monde affectueusement la surnommait Tante Barbe à cause du petit duvet qu'elle avait au-dessus de la lèvre, et tout le monde pensait que c'était une dame tout à fait respectable. Lorsque elle est morte, il y a eu la toilette mortuaire, et là, on a découvert qu'en fait, c'était un homme, et personne dans son plus proche entourage n'a jamais su que c'était un homme. Je trouve cette histoire assez extraordinaire. George Sand. George Sand, c'est le symbole de la femme qui s'est émancipée, qui a voulu gagner sa liberté en s'habillant en homme. Elle fumait, cigarettes, et elle elle a été très souvent représentée, habillée ainsi, avec son chapeau haute forme, sa redingote. Alors pour faire cela, il fallait obtenir la permission de travestissement.
C'est une permission obligatoire. Elle avait été, elle était devenue d'ailleurs obligatoire par une ordonnance du 7 août 1800, c'est-à-dire sous le consulat. Et petite anecdote, cette ordonnance n'a été abrogée que, en 2013. Bon. Pour avoir cette permission, il fallait passer par le préfet de police de Paris et de Paris seulement. Alors bien sûr, c'est Sand qui vient tout de suite dans l'imaginaire, mais il y a eu bien d'autres femmes qui ont demandé ce fameux permis de travestissement. Voici le permis de travestissement, et là, ici, celui-ci est très flou, malheureusement. Mais celui-ci, on voit qu'on autorise la demoiselle Rosa Bonheur. Rosa Bonheur était une peintre qui vécut toute sa vie avec son amie Nathalie Mika. Elles ont vécu 50 ans ensemble. Vous voyez, Nathalie est assise, Rosa est debout. Elles étaient toujours habillées en homme, sauf, c'est la seule concession qu'elles faisaient, pour les photos officielles et les photos en général. Rosa Bonheur est la première femme à avoir eu la Légion d'honneur. Et cela avec le soutien de l'impératrice Eugénie, qui admirait beaucoup la peinture de Rosa Bonheur, qui aimait beaucoup cette femme et qui même se déplaça dans leur petit manoir où Rosa avait son atelier. Rosa fumait et surtout, dès son plus jeune âge, elle avait porté les cheveux courts. Vous voyez en fait que dans ce 19e siècle, que l'on dit extrêmement rigide, etc., deux femmes pouvaient vivre ensemble, s'habiller en homme et pourtant recevoir l'impératrice Eugénie, qui n'était pas connue pour être particulièrement libérée. Donc, elles ont vécu, ces deux femmes, ensemble, elles ont été enterrées ensemble et elles ont assumé toute leur vie cet amour qui les a liées et elles ont assumé toute leur vie aussi leur travestissement. Mais voilà, c'était tout cela était admis, accepté parce qu'elle passait par cette fameuse permission. Au XIXe siècle, puisqu'on a parlé de l'impératrice Eugénie, donc sous le Second Empire en particulier, il y a eu la mode du bal masqué et travesti. L'écrivain Pierre Lannot a laissé d'ailleurs un livre qui s'intitule les bals travestis et les tableaux vivants sous le Second Empire, et il explique dedans comment, pendant ces fêtes, les hommes s'habillaient en femmes et vice-versa. Et je vous lis un petit passage d'ailleurs. Le grand succès de cette fête fut pour le jeune comte de Choiseul, qui, ayant eu la pensée gamine de se vêtir en femme, en une sorte de soubrette Louis XV, fut méconnaissable et joua si bien son rôle que plusieurs galants le poursuivirent de leurs assiduités et de leurs déclarations pendant fort longtemps, avant et après le souper. Et là, je vous ai mis une reproduction de la princesse de Metternich, la femme de l'ambassadeur d'Autriche, qui était un bout en train absolument connu et reconnu par toute la haute société parisienne. Elle a laissé des mémoires que je vous invite à lire, qui s'intitulent « Je ne suis pas jolie, je suis pire ». En effet, elle n'était pas réputée pour sa beauté, mais elle était réputée pour son humour, sa vivacité, son besoin d'amuser et de s'amuser. Elle s'est déguisée lors d'un bal à Compiègne en
en cocher de fiacre. Et en plus, elle chantait. Donc voilà, je vais vous donner un extrait de ce qu'elle chantait lorsqu'elle était habillée en cocher. Parfois, en modeste toilette, je conduis d'assez grand matin de belles dames en cachette, dont le but paraît incertain. Tantôt, sur la place, on m'arrête et je cherche un couple amoureux. La dame a la jambe bien faite, le monsieur paraît fort heureux. Madame, monsieur, quel endroit? Du coin de l'œil, on se concerte. Allons, où la campagne est verte, allons, où la fougère croît. Le samedi survient. Et crac! Pour la noce, il faut que j'attelle. Et nous allons en ribambelle faire 3 fois le tour du lac. En rentrant, j'ouvre la portière et souvent dans l'intérieur, j'ai retrouvé la jarretière de la demoiselle d'honneur. Donc tout cela était bien ce que je disais au début, dans le but festif. Et tout cela restait dans le cadre de la fête, dans le cadre intime, mais c'était toujours avec les idées les plus folles. Il n'y a pas qu'en France qu'on se travestit, sauf qu'aux États-Unis, donc, eh bien, on se travestit, certes, mais on n'a pas besoin d'un permis. Alors, cette femme, Mary Edward Walkers, a été médecin. Enfin, elle était médecin. Elle était médecin et cette femme est la seule femme à avoir reçu la médaille d'honneur, qui est la plus haute décoration de l'armée américaine. Et parce que elle s'était engagée pendant la guerre de sécession en tant que médecin pour soigner les soldats. Elle est aussi l'une des seules femmes à avoir été prisonnière des Confédérés, mais prisonnière en tant que soldat. Et elle était médecin, non pas simplement pour écouter si les poumons allaient bien, elle était chirurgien. Donc, ça a été une femme qui a fait, comme l'armée aime à dire, son devoir. Elle était féministe, abolitionniste, et surtout, toute sa vie, elle a combattu pour le droit de vote des femmes. Lorsqu'elle est morte en 1919, elle a demandé à être enterrée en costume et non pas en robe. Mais cela ne choquait absolument pas et encore une fois, il n'y avait pas besoin de permission. Et il faut savoir qu'1 an après sa mort, le droit de vote a été adopté aux États-Unis, c'est-à-dire que son combat n'a pas été vain. Sacré personnage. Et aux États-Unis, on trouve d'autres personnages. On trouve des personnages comme Calamity Jane qui fait partie du Far West, des westerns et tout ce que vous voulez, de la ruée vers l'or. Enfin, bref, Calamity Jane, elle est la femme qui s'habillait assis en homme, avec son fusil de chasse, et qui n'avait peur de rien, qui rentrait dans les saloons, qui buvait son whisky, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de légendes dans la vie de Calamity Jane, mais disons que je préfère rester sur l'idée d'une Calamity Jane cowgirl, cowboy, cowgirl. Voilà quelques autres femmes. Alors, cette fois-ci, on revient en France. Vous avez là Gisèle d'Estoques. Gisèle d'Estoques, eh bien, elle a été importante puisqu'elle fut déjà une des maîtresses de Maupassant. Ils ont eu une liaison un peu orageuse.
mais surtout, c'était une féministe et c'est l'une des premières à s'être battue, pardon, pour dire à capacité égale, salaire égal, ce qui n'est pas rien. Allez, je vous le rappelle, elle était née en 1845, elle va mourir jeune puisqu'elle meurt en 1894. Elle était sculptrice, elle était romancière, mais elle était aussi duelliste féministe, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un allait trop loin dans les reproches que l'on pouvait faire au féminisme, elle n'avait pas peur de prendre son épée et de se battre en duel. Elle a accepté totalement et assumé totalement sa bisexualité, puisqu'elle a été la maîtresse de Maupassant, mais elle a été aussi la maîtresse de Rachilde, qui fut plus tard la femme de Valette et qui est un écrivain qui a fait beaucoup couler d'encre, surtout avec son livre Monsieur Vénus. Son mari, Alfred Valette, c'était le directeur du Mercure de France. Donc, pour en revenir à Gisèle d'Estoques, une femme qui a assumé, une femme qui a combattu pour les droits des femmes. À côté, ici, vous avez Jeanne Dieulafoy. Jeanne Dieulafoy, elle aussi, était une féministe. Elle s'était mariée avec Dieulafoy, qui était un archéologue réputé, reconnu, et elle est devenue à ses côtés romancière, exploratrice, archéologue. Et elle est une des femmes qui s'est battue, en fait, qui a, disons, milité pour l'intégration des femmes dans l'armée. Il faut savoir qu'en 1870, donc pendant la guerre franco-prussienne, comme son mari était capitaine du génie, elle l'a suivi. Elle s'est donc à ce moment-là coupé les cheveux, habillée en homme, et elle a participé avec lui à toutes les opérations militaires. Ensuite, après la guerre, lorsqu'il partira en tant qu'archéologue faire des recherches, elle ira avec lui, et c'est à eux deux qu'ils vont découvrir à Suse, donc en Iran, eh bien, la fresque des archers. C'est une des grandes découvertes, la frise des archers. Je n'ai pas mis la photo, mais je pense qu'on voit ces archers sur une assez grande longueur. Ils ont été mis en avant lors des festivités de Persépolis, et puis voilà. Et grâce à Jeanne Dieulafoy, l'on a tout le déroulement de cette découverte parce qu'elle a écrit, j'ai envie de dire minute après minute, la façon dont s'est passée cette découverte importante par rapport à l'histoire et à l'archéologie de l'Iran. Une autre femme aussi a été marquante, une femme, alors voilà, une femme féministe aussi, hein, qui s'est battue pour l'égalité des hommes et des femmes, et c'est donc Marguerite Pelletier qui fut quand même la première diplômée en psychiatrie. Clémentine Delay, la femme à barbe. Cette femme à barbe qui vivait dans son village, dans les Vosges, qui refusa la proposition de Barnum d'entrer dans son cirque, et elle a refusé des millions quand même, mais elle a préféré, avec son mari et sa fille, rester dans le petit café qu'il tenait dans cette petite ville des Vosges. Les gens se déplaçaient pour la voir.
les personnalités de l'époque, Prince de Galles et compagnie, sont venus pour voir cette fameuse femme à barbe qui assumait totalement de porter sa barbe bien, bien propre, bien coiffée, bien, bien coupée. Enfin, Colette et Missy. Colette, la fameuse Colette, qui assuma totalement sa bisexualité, qui assuma ses amours, quels qu'elles fussent, et qui assuma totalement sa relation avec Missy. Missy, que l'on voit ici, qui était donc la fille du duc de Morny, la nièce donc de Napoléon III, et qui assuma son homosexualité au point de se faire enlever la poitrine et de se faire faire une hystérectomie. Elle se suicidera, vous voyez, en 1944, non pas pour des chagrins d'amour, mais parce qu'elle avait perdu toute sa richesse et que donc la pauvreté s'annonçait pour elle à la fin de la guerre et qu'elle ne le supportait pas. Autre femme. Alors, Isabelle Eberhardt était une romancière, elle est morte jeune, mais elle était partie donc dans le Maghreb, particulièrement en Algérie. Très tôt, elle s'est donc travestie pour en fait voyager sans souci, voyager dans des pays comme le Maroc ou comme l'Algérie, sans qu'on lui demande de compte. Et vous la voyez là d'ailleurs, habillée ainsi qu'elle a été toujours habillée, c'est ainsi qu'elle a rencontré Lyautey. Elle avait donc elle s'était convertie à l'islam et elle avait épousé un jeune musulman et ils allaient à travers l'Algérie. Elle a laissé des textes absolument superbes sur l'Algérie, écrits sur le sable, des contes, Yasmina par exemple. Enfin, si vous avez l'occasion de le lire, vous serez enchantés parce qu'elle nous emmène vraiment dans un monde extraordinaire. Elle n'a jamais voulu vivre comme les colons, elle a toujours voulu vivre comme les Algériens, comme les Maghrébins, puisqu'elle a aussi un peu voyagé au Maroc. Et en fait, avec son mari, ils ont continué leur voyage et malheureusement, un jour qu'ils campaient auprès d'un oued, pendant la nuit, le oued a gonflé et elle est morte noyée. Pourquoi la bicyclette, me direz-vous? Eh bien, la bicyclette a été un moment extrêmement important pour la femme. La mode du vélo, en fait, a permis aux femmes de porter des bloomers. C'est cela, les bloomers, donc c'est une espèce de jupe gonflante qui permettait de laisser à l'air libre les chevilles et les mollets. Les bloomers ont été d'ailleurs créés par une américaine qui s'appelait Madame Bloomer. Beaucoup quand même préféraient la jupe culotte parce que on voyait la cheville, c'était presque indécent. Donc beaucoup ont préféré la jupe culotte que voici. Vous voyez, c'est plus long, il y a des bottes. Bon, cela passe mieux. Pour le bloomer, il y a eu des textes, évidemment. Alors, c'est un texte de Georges Montorgueil que je vous mets ici. Georges Montorgueil n'était absolument pas antiféministe et il a écrit dans Les Parisiennes d'à présent un petit peu ce que pouvaient vouloir les Parisiennes de cette dernière moitié du 19e siècle. Les illustrations sont d'Henri Boutet, qui était un spécialiste des petits dessins de femmes.
Il parle donc de Madame Pognon, qui était une féministe, et donc Madame Pognon a porté un toast à la bicyclette. C'est par la bicyclette que se fera l'émancipation de la femme. L'œuvre d'affranchissement est en bonne voie. La bicyclette égalitaire et niveleuse a créé le troisième sexe. Ce n'est pas un homme que se passant en culotte bouffante, le mollet libre, la taille dégagée et coiffé d'un canotier ou d'une tyrolienne, ou même d'une simple casquette de chef de gare. Est-ce une femme? Le pied hardi, la démarche vive, les mains dans les poches, vaquant à son gré et sans compagnon, sa table en terrasse, les jambes croisées, le verbe oser, c'est une bicycliste. C'est la femme affranchie du décorum, délivrée de la tapisserie de Pénélope, qui n'avançait pas. Lancée à l'aventure, loin du nid, agrémentée d'organes de métal préjudiciables aux autres. Elle a gagné sur sa bécane le procès du costume. Elle se vêt en homme et ses jambes devenues manivelles ont activé la roue qui la déplace. À la bicyclette, a dit Madame Pognon, qui a le toast spirituel et franc. À celle qui nous libérera. On n'imagine pas à quel point les femmes, grâce à la bicyclette, ont pu enfin se libérer et des coussins qu'elles devaient mettre pour se faire des formes, de tout ce qui pouvait entraver les jambes. Ça a été un des grands soucis de la mode féminine, ces jambes entravées. C'est pour cela d'ailleurs que la crinoline a été inventée, qu'il y ait un système pour que les jupons ne viennent pas entraver les jambes de ces dames. Enfin, la crinoline, ça a été aussi assez comique, mais ça, c'est un autre sujet. La femme, alors, cela peut faire peut-être rire, mais personnellement, je comprends parfaitement que ces femmes, d'un seul coup, qui avaient les mollets à l'air, aient pu se sentir libres, totalement libres. Mais vous savez, les jupes-culottes, qui étaient donc plus décentes pour l'époque, les jupes-culottes ont aussi été critiquées. Et le mieux, c'est que dans un article du Figaro, c'est une femme qui va critiquer cette mode, où elle dit donc voilà, que des mannequins présentent ces jupes-culottes. Et voilà ce qu'elle dit. De grâce, mesdames, restons femmes. Laissons deviner par l'élégance de notre pied la finesse d'une jambe qu'enveloppe discrètement le bas de la jupe. Ne nous donnons pas ces airs masculins que notre marche dément et rappelons-nous que notre plus grand charme consiste dans la réserve de nos mouvements et de notre allure. Mais parlons, tandis qu'il en est encore temps, de cette fameuse jupe-culotte et considérons-la sous son seul aspect pratique, celui d'une robe de sport, de footing, de skating, etc. Les premiers qui en eurent l'idée et la lancèrent dès le mois d'août 1910 furent Bischoff David. Ils l'étudièrent, la mirent au point et en firent quelque chose de si raisonnable que nombre de ces robes ont depuis 6 mois parcouru les rues de Paris sans causer sur leur passage le moindre émoi et sans que jamais la foule se soit ameutée. Tout cela n'empêche pas que le nom même de jupe-culotte me mette hors de moi, comme s'il pouvait aller avec nos coquetteries, avec nos parfums, nos poudres de riz. Là, on voit bien que la femme qui a écrit cela n'est absolument pas féministe, mais ce qui est intéressant, c'est juste le paragraphe au-dessus, où elle dit que ces jupes n'ont pas provoqué de scandale. Peut-être à la différence du bloomer, parce que dans le bloomer, on voyait bien la cheville. Alors, d'autres personnages connus pour le travestissement, eh bien, vous avez Paul Grapp. Paul Grapp, qui était marié, avait un enfant. Paul Grapp n'a pas voulu faire la guerre de 14-18. Or, être déserteur en 1915, c'était être fusillé. Donc, sa femme lui a conseillé de se travestir en femme, ce qu'il a fait. Et il a aimé cela. Et lorsqu'ensuite, il est redevenu homme une fois que l'amnistie pour les déserteurs avait été prononcée,
Il n'a pas supporté, il est tombé dans l'alcoolisme, il est devenu extrêmement violent et c'est lors d'une des disputes avec sa femme que celle-ci a pris un revolver et l'a tué. Ça, c'est simple. Il n'a pas fait de vieux os. Lily Elbe. Je vous conseille le film Danish Girl, en fait. Donc, Einar Magnus Andreas Wegener était danois et lui aussi était marié et sa femme peintre avait besoin d'un modèle féminin. Alors, elle a travesti son mari. Lui aussi a pris goût. Il s'est préféré en fait en femme. Lui ira très loin puisqu'il sera le premier à bénéficier de l'opération de changement de sexe. Malheureusement, ce n'était pas encore au point et il ne supportera pas la greffe et il va mourir d'une septicémie. Voilà, ce sont des photos d'hommes habillés en femmes et l'on voit qu'ils acceptaient complètement, qu'ils assumaient complètement ces hommes, même si les photos sont floues, on voit bien. Vous voyez, par exemple, celui-ci a une moustache et il s'habille avec crinoline. Et là, le premier drag queen, William Dorsey Swann. On s'imagine souvent que les drag queens sont apparues avec les années 1960-70. Pas du tout. C'est en 1880 qu'est apparu le premier drag queen à Washington. Alors en fait, William était un esclave et il fut libéré par la guerre de sécession. Et dans les années 80-90, il organise des bals en cachette, hein, évidemment, et se fait appeler Queen of Drag, la reine des dragues. Et drag, c'était un mot pour désigner l'acteur qui était habillé en femme. Voilà. Puisque il y avait des spectacles aux États-Unis, nombreux, où les hommes s'habillaient en femmes pour jouer les rôles de femmes. Donc, c'est drag. Des hommes, tous anciens esclaves, en fait, se rassemblaient donc avec William. Ils se rassemblaient donc en secret. Et puis, il y a eu descente de la police, évidemment, arrestation de William, première arrestation, 1888. Il va ensuite sortir, reprendre ses balles. Alors, vous voyez, voilà. Mais en 1896, il va y avoir une condamnation sur fausse accusation pour avoir tenu, soi-disant, une maison close. Et malgré sa demande de grâce présidentielle, William va être condamné parce que cette grâce lui sera refusée. Et ce geste est considéré comme étant le premier geste juridique et politique de défense des droits d'un homme travesti. Donc, William est quelqu'un d'extrêmement important, en fait, dans tout ce qui est lié au mouvement drag queen. Tous ceux qui vont suivre dans les années 60, par exemple, il y a Divine, qui était le précurseur de Boy George, qui était admiré par Elton John. Toutes ces drag queens célèbres se sont inspirés, en fait, de William. Alors, cette idée
Elle était venue des spectacles qui étaient très à la mode depuis les années 1820 aux États-Unis. C'était les minstrel show, je veux dire ménestrel, quoi. C'était des spectacles racistes, évidemment, qui étaient montés pour se moquer de la communauté afro-américaine. Alors, il y a eu des personnages comme Thomas Rice, qui a créé ce personnage, Jim Crow, qui est l'afro-américain tel que se le représentaient les Blancs, donc qui chante, qui danse, qui a de grandes dents blanches, qui sourit tout le temps, qui n'est pas très malin. Et il a eu un tel succès que Jim Crow est devenu le mot pour désigner, enfin le surnom donné aux Afro-Américains. Et les lois ségrégationnistes ont porté ce nom, c'était les lois Jim Crow. Donc, voilà, c'était ça, ces spectacles. Et ils ont eu un succès incroyable, et cela jusque dans les années 1880, où à partir de ce moment-là, on va avoir ce que l'on appelle le vaudeville. Pendant une vingtaine d'années, le vaudeville va être très à la mode aux États-Unis, et il va y avoir des stéréotypes. Donc, les femmes qui étaient, ils vont se servir des femmes qui étaient utilisées dans les minstrels, et en fait, ces femmes étaient toujours un peu des pains beige, des divas, des têtes de linotte, des hurluberlus, etc. Ces spectacles vont avoir un succès fou. Et c'est à partir seulement de 1900 que ces spectacles ne vont plus être à la portée de tous. C'est-à-dire qu'on va d'un seul coup les mettre dans les quartiers un petit peu interlopes, et que cela va être réservé aux boîtes de nuit. Tout cela parce que la sexualité, un peu la mafia, c'était imposé un peu dans ces spectacles. Donc, les prudes américains ont préféré mettre cela dans les boîtes de nuit. Et c'est à ce moment-là, c'est à partir du moment où le vaudeville va rentrer dans les boîtes de nuit, que va naître ce que l'on appelle le transformisme. Il y a eu quelques acteurs transformistes extrêmement célèbres, un certain Arthur Blake, par exemple, qui imitait parfaitement Bette Davis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour le transformisme, c'était des hétérosexuels blancs qui avaient le droit, en fait, au succès. Il était absolument hors de question qu'il y ait une déviation. Ne pas oublier que l'on est aux États-Unis, fin 19e, début 20e, puisque Arthur Blake il va mourir en 1885, il était absolument hors de question que la moindre sexualité puisse intervenir dans ces spectacles. Et lorsqu'il y avait le moindre soupçon d'homosexualité, immédiatement, il fallait que cela reste dans la boîte de nuit. Et cela ne pouvait pas devenir un succès. Parce que Arthur Blake, c'est devenu quelqu'un de célèbre. Tout le monde connaissait Arthur Blake. Mais s'il y avait eu contre lui le moindre soupçon d'homosexualité, alors on l'aurait relégué dans une boîte de nuit, dans un lieu un peu interlope, un peu caché, afin que cela ne puisse pas gêner la bonne société américaine.
Juste ces deux hommes, Eugène Damély et John Worth, euh, ont été connus à leur époque pour les fameux minstrel shows. Ils ont eu un succès fou. Là, nous avons Marcel Duchamp qui s'est travesti en Rose Célanie. Hein, il s'est amusé à faire ses photos et voilà, c'était l'époque où en Europe aussi, il y avait cette idée de transformisme. Voilà. Je termine avec le drag queen extrêmement célèbre qui est RuPaul, et qui a dit cette phrase tellement juste: je n'imite pas les femmes. Connaissez-vous des femmes qui portent des talons de 18 cm, des perruques d'1,20 m et des robes moulantes? Je ne m'habille pas comme une femme, je m'habille comme une drag queen. Et j'ai envie de terminer cette petite émission sur cette idée qu'une drag queen, c'est une drag queen. Enfin, il n'y a pas à revenir là-dessus, il n'y a pas à chercher. Et c'est vrai ce qu'il dit. Une femme ne s'habille pas comme les drag queens peuvent s'habiller. Et il y a tout ce côté chez les drag queens extrêmement théâtral qui en font un véritable divertissement. En dehors, je le dis bien, de toute sexualité. Là, on ne parle absolument pas de sexualité. On parle juste de l'idée de drag queen. Et donc, les drag queens représentent parfaitement ce qu'est le travestissement. Voilà. À bientôt. Au revoir.